Hein? Vas-y, Daniel. C'est deux petites questions. Une qui est frivole en fait, juste une curiosité, je pense sans enjeu sans doute, mais tu me diras. En exposant la théorie de René Thom, enfin, l'exposé que tu en as fait m'a beaucoup fait penser à la théorie et au livre de Darcy Thompson. Évidemment. Forme et croissance. C'était son maître. Hein. Ah, d'accord. C'était son maître. Je voulais juste Voilà la réponse. voir Il y a même, donc ça a été extraordinaire, c'est qu'il a eu la chance de pouvoir entrer en relation avec lui. Il y a une correspondance et il le reconnaît partout comme son maître. Ok. La correspondance qui est restée privée ou qui n'a pas... On est en train de faire les œuvres complètes de Tom. Donc, je crois que là, on est au volume 3. Il y en a une partie qui est publiée dans le volume 2. Okay. C'est disponible. Okay. Bon. Et alors, la deuxième question... voilà, je ne sais plus où, mais je sais que quelque part, dans un texte, Taubes dit que si Wittgenstein est à ses yeux le ou un des philosophes les plus importants du XXe siècle, c'est parce que, alors là aussi, comme une espèce de briefisme, il nous a libérés du fardeau de la servitude de produire des définitions, qui était pour Taubes une voie d'impasse pour la philosophie, et que à la tâche de produire des définitions, Wittgenstein avait substitué une aventure beaucoup plus praticable et dynamique, qui était de repérer des passerelles de ressemblance. Et que par la voie de la ressemblance, on pouvait progresser dans la compréhension beaucoup plus que par la tentative vaine, achoppant chaque fois sur des obstacles insurmontables, de produire des vraies définitions. Et évidemment, que choisir la ressemblance, c'est se contenter de silhouettes qui, disons, permettent qu'on valide le passage de l'une à l'autre, sans pour autant devoir ôter le voile, ce que tu as appelé le voile. Et je voulais te demander ce que tu pensais de cette possibilité, au lieu de chercher à retirer les voiles, qui est quand même un très vieux fantasme, quoi, de retirer le voile visible de la nature. S'il n'était pas plus intéressant de les nouer les uns aux autres et de faire une espèce de... Alors, soit comme la figure du prisonnier qui s'évade, tu sais, en faisant des nœuds dans ses bras, donc une évasion par le nouage des différents voiles, plutôt que d'essayer de les lever, ou bien d'une espèce de patchwork, mais pourquoi est-ce que ça te paraît si important de pouvoir lever le voile? Alors, je vais répondre à la première partie de ta question, qui me donne au fond les éléments pour aller plus loin dans ton discours, c'est-à-dire que si tu veux comparer deux objets, il faut qu'ils comparent l'un par rapport à l'autre. Et comment font-ils pour comparer par rapport à l'un par rapport à l'autre? Eh bien, il faut qu'ils aient un espace commun. Donc, si tu veux, la théorie de Thom, c'est pas du tout assigner une place fixée à un objet au nom de son essence, c'est de construire l'espace de leur ressemblance. D'où l'idée qu'il y a besoin d'une topologie et l'idée que son dispositif permettrait de renouveler la transdisciplinarité, puisque c'est une grammaire transversale et qui travaille l'espace de copropriété des objets. Et donc, ça a l'avantage, en plus, c'est une théorie qui se trouve aussi chez Leibniz. Leibniz dit, si je prends deux maisons absolument semblables, et qui donc semblent briser le principe des indiscernables, il y a un moyen et un seul de les distinguer. Elles sont à deux points différents dans l'espace. Donc, il y a un principe de raison, non pas absolu, mais suffisant, qui permet de les distinguer. Ils sont placés dans l'isomorphie de l'espace, disons dans l'espace de l'à côté. Donc, dès lors qu'il y a de l'à côté, il y a de la topologie. Voilà, ça serait ça la réponse.
Alors maintenant, pourquoi je veux dévoiler Isis? C'est une bonne question. Je pense que un bon exemple, c'est le tableau de Titien, L'amour sacré et l'amour profane. Tu l'as en tête. Nous sommes dans un paysage. À gauche, il y a une tour. À droite, il y a une immense vue sur la mer, enfin du moins sur une plaine qui donne sur la mer. Et il y a un tombeau romain qui a été transformé, comme c'était souvent le cas, en fontaine. Et il y a de l'eau dans ce tombeau romain, un abreuvoir au fond. Et c'est très bucolique. Sur ce tombeau en marbre, où il y a des chevaliers, enfin des héros qui se battent, à gauche, tu as une femme extraordinairement belle, habillée de soie blanche. Et à droite, tu as une femme nue qui lève la main droite et désigne le paysage immense qui se trouve à la droite. Et comme Titien est un homme très, très, très intelligent, derrière ces deux femmes, l'habillée et la nue, il y a un angelot, ou un petit dieu Pan, qui avec sa main remue l'eau. Donc, la devinette, c'est ça. Quel est l'amour sacré, quel est l'amour profane? Une des réponses est de dire, la femme habillée, elle est du côté du château, et elle a son corps protégé des vues érotiques, elle est donc sacrée. Mais tu peux dire aussi, la femme du paysage, elle a délaissé les richesses qui sont dans le château, et elle s'est libérée des vêtements de l'apparence mondaine, elle est sacrée. Et la réponse, c'est que l'ange mélange l'eau, qui pourrait avoir tendance à se poser immobile derrière une figure et l'autre figure. Donc, si tu veux, je crois qu'il existe une opposition nue dévoilée, enfin nue voilée, pardon, ou cachée, décachée, et il existe donc un rapport entre le dedans et le dehors. Nous n'en sommes pas les maîtres. Nous n'en sommes pas les maîtres, mais nous en sommes les jouets. Et donc, il s'agit simplement de s'orienter, simplement, d'éventuellement s'orienter dans cette dualité d'opération. Yvan, vas-y. Trois questions comme ça. Un petit peu. Ouais. Je me suis demandé en temps si tu serais d'accord pour dire que il y a ce qu'on appelle une Marc Loquet, une discussion contradictoire entre Tom et l'auteur du théorème K, le mathématicien russe. Est-ce que ça ne rejouait pas, d'une certaine manière, l'opposition entre Einstein et Bohr? Oui, parce que Tom était absolument einsteinien. Hein. Voilà, c'est ça. Absolument, absolument. Mais aussi, cette fois, sous un angle où la position d'Einstein devenait pour le coup tenable. Alors que, Oui, grâce au point carré, en fait. Voilà, alors qu'avant, elle paraissait plus. Et la deuxième, ce serait, j'aurais bien aimé sur la préférence de Tom pour Lamarck plutôt que Darwin, que tu as présenté de manière très intéressante, mais évidemment la question, c'est comment il envisage la question de la transmission. Parce que c'est là-dessus que Darwin est très fort. Et bien sûr, très fort, Voilà. oui. Là, on attend si une piste, et juste je glisse ma troisième, qui est la difficulté que j'ai eue dans ton exposé, parce que moi, vraiment, il faudrait que prendre du temps pour digérer tout ça. Tu nous as raccourci, enfin, tu nous as fait en... Je l'ai écrit, donc vous pourrez vérifier un peu plus. 30 ans de réflexion, quoi. Mais c'est comment tu es passé de la question de la topologie au langage. Oui. Là, j'ai l'impression d'avoir perdu un fil. Alors ça, c'est plus facile de te répondre là que de te répondre sur la transmission des caractères acquis. Donc, pour la théorie du langage, imagine que tu disposes de formes primordiales dont tu contrôles les effets de métamorphose. Bien. Que tu te proposes de mettre à l'épreuve cette puissance sur différents champs du phénoménologique, différents champs du réel. Donc tu vois bien, on peut le déployer sur le fœtus, comme je l'ai dit, on peut le déployer sur la sociologie éventuellement, on peut le déployer sur l'érudition dans le rapport à l'Empire des Noms, comme j'essayais de le faire, mais tu peux aussi
le projeter sur le langage et essayer de montrer que le langage est que le mime des formants structurants du cadre de l'échelle humaine. Donc le langage, en fait, est la mimétique par ta bouche et par tes intentions, des interactions qui s'effectuent dans le réel. Donc la grammaire est une implémentation cervicale, si tu veux, de mimes formels des faits dans la nature réellement advenus. Donc on peut faire une théorie catastrophiste de la grammaire, comme on peut faire une théorie catastrophiste du vivant. Ouais, alors donc on n'est plus du tout dans Saussure, la question du... Non, non. C'est ça, Non, parce que pour une raison simple, c'est que Saussure, il est discontinu. c'est ça. Donc, c'est une opération contre Saussure, d'où le fait que c'est très très mal vu, parce que de même qu'il déploie contre Borges justement des espaces continus, il le fait contre Saussure. En fait, tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu un corps d'objets mathématiques, qu'on appelle la topologie algébrique, qui était complètement imprévu, au fond, dans l'équilibre des mathématiques du XXe siècle. Et on ne pouvait pas non plus imaginer que l'œuvre de Poincaré allait constituer un joker. Et par tome, c'est devenu un joker. Sauf que, comme j'ai essayé d'être juste et d'être honnête, les évolutions de ces objets-là, traités par les mathématiques russes, en ont donné une telle richesse d'intelligibilité qu'en réalité, l'effet qu'on veut leur faire jouer là, d'un rattrapage ou d'une suture, au fond, entre le règne de l'esprit et le règne de la nature, en vérité, un Übergang, si tu veux, est devenu discutable, et c'est ça qui a été quand même la grande épreuve. Moi, j'ai vu Tom pleurer, très très vieux et très malade, hein. D'ailleurs, j'ai tout raté, j'ai pas trouvé. Donc, si tu veux, exactement comme Kant pleurait pour l'Übergang. Et il avait cette formule totalement platonicienne. J'ai tout raté parce que j'ai pas trouvé le théorème qui permettait de réintégrer les solides platoniciens dans la sphère. Si j'avais trouvé ça, j'aurais pas eu besoin de coefficients cachés. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était la première chose. Tu m'avais demandé... Maintenant, je crois que j'ai répondu aux deux aspects. Ouais. C'est intéressant que la question du but quand même sur la discontinuité de l'histoire. Absolument. Ah oui, alors sur la transmission des caractères acquis. L'idée, c'est ce qu'il appelle ça la théorie du pré-programme. Donc, là, je le fais de mémoire, hein, je ne vais pas évidemment préparer, mais c'est l'idée que dès lors que le jeu des espèces entre dans des flux topologiques dont on peut énumérer les formes, les vivants qui se reproduisent et qui se reproduisent sous la contrainte des effets extérieurs, dès lors qu'ils adviennent à la vie, donc en termes aristotéliciens qui deviennent des substances, ils sont armés et informés par les formes universelles. Et par conséquent, ils viennent prendre place dans le flux des formes. Et c'est ainsi qu'ils peuvent, par exemple, ressembler à leurs parents. Et c'est ce qu'on appelle donc une théorie du pré-programme, qui s'oppose au fond à un concept léibnizien du programme qui serait simplement la monade qui s'autodéveloppe. Le pré-programme, c'est la fabrique a priori de tout développement possible pour des états thermodynamiques qui vont donner lieu à des effets vitaux. C'est ce qu'en tout cas j'ai compris. C'est des points de chaleur, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, des points de chaleur qui viennent se greffer dans des flux sémantiques topologiquement avérés. Voilà. Je vais revenir sur Maïmonide. Et la Mirandole, je pense que Piquet de la Mirandole se trompe, en tout cas, s'agissant de Maïmonide. Maïmonide dénie, sans la moindre équivoque, tout sens caché à la philosophie. D'accord, d'accord. Alors ça... Sens caché, en tant que il ne s'agit pas de mystique, comme le croit Piquet de la Mirandole, mais le sens caché, c'est prophétique. Oui. Et justement, il dit clairement... Donc il y en a un.
Oui, il dit d'Aristote qu'il était le prince des philosophes, Oui. et il ne lui a manqué que d'être prophète. Oui. Donc il n'a pas accédé à l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire que ce que tu appelles le sens, ou le sens caché, ou lever le voile, Ah oui, oui. ça c'est se frotter au prophète, au prophétique. Et Maïmonide dit, ça n'est pas comment dire, ça n'est pas le fait du philosophe. Oui, d'accord. Même, voilà. Donc, pour revenir, maintenant pour extrapoler, toi, tu te proposes, si j'ai bien compris, notamment avec la métaphore de la boule, donc, qui recèlerait en elle donc, cette intériorité qui serait substantielle, et à sa surface, au contraire, il y aurait toute cette variabilité, toute cette... si j'ai bien compris, il s'agirait donc de, par ce que tu appelles la philosophie, qui n'est pas ce que Maïmonide entend par philosophie, il s'agirait de... je ne sais pas comment tu dirais, parce que je parle de chaleur, mais d'être touché au sens thermique du terme, d'être affecté par cette intériorité de la boule. Enfin, circulante. Oui. Et donc tu confères à la philosophie justement une vocation prophétique. Si on en croit, si je reprends les termes de Maïmonide. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Donc tu voudrais être prophète tout en étant philosophe. En gros, en somme. C'est comme tu parles. En tout cas, oui. Pour Maïmonide, un philosophe est essentiellement prosaïque. Mais sans que ce soit comment dire, péjoratif. C'est vraiment une grandeur. Le prosaïsme philosophique, c'est une grandeur. Parce que, justement, c'est une sorte de littéralisation de l'intelligible qui nous délivre de la gangue imaginaire, etc. Parce que le prophétique, ce qui menace le prophétique, c'est justement c'est l'imaginaire. Puisque la prophétie touche l'imagination. C'est en fait l'intelligible qui frappe l'imagination. Mais ça requiert une grandeur toute spéciale, etc. Et ce qui menace le prophétique, c'est évidemment le charlatanisme. Hein, la mystique, etc. Alors je vois mal, justement, dans ton propos, ce qui distingue on a l'impression que tu voudrais, comment dire, que tu voudrais, pour donner un renouveau d'excellence à la philosophie, en fait, tu voulais lui conférer une qualité prophétique, enfin une grandeur prophétique, qui, Maïmonide, semble-t-il, lui dénie. Donc, voilà, je comprends ton analyse. Si tu permets, j'ai essayé de trouver un espace de conciliation. Mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Donc reprenons la conception au fond du noyau tel que la voit Aristote, c'est-à-dire qu'il y a la boule terre avec l'écoumène qui est autour, et il y a la rotation des étoiles qui tournent autour. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est la partie de contact entre cette rotation et l'écoumène, et qui, dans l'élévation de température, produit au fond des états favorables à la vie et à la pensée. Eh bien, si je tendais la main, je dirais qu'il peut y avoir dans la rotation stellaire, bien sûr, des entités ou des seminarerum, des entités de l'ontologie, donc qui appartiennent à la philosophie, mais il peut y avoir ces fulgurations d'intelligence que sont les prophètes. Par conséquent, on pourrait très bien imaginer une humanité médulaire autour de laquelle vient tourner la prophétie et qui enflamme les cerveaux bien faits qui se trouvent frottés et aussi déchiquetés, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça, si tu veux, je ne me tiens pas, je pense que tu l'as bien compris, dans la théorie de la connaissance d'Aristote, parce qu'elle serait intégralement philosophante.
Tandis que comme je me place au plan météorologique, ça me permet d'intégrer la donnée de la prophétie. Si en tout cas nous sommes d'accord sur ce que je crois avoir compris de ta parole, que la prophétie, c'est quand même des semences d'intelligence. Et donc, s'il y a une semence d'intelligence qui vient à tourner autour de l'écoumène humain, alors je ne vois pas d'idolâtrie de la philosophie, je ne vois même pas un exclusivisme philosophique. Il y a simplement un double service de la chaleur qui résulte du frottement entre, au fond, l'univers météorologique du vivant et son enveloppement par la providence de l'intelligence. Donc tu ne vois pas dans la philosophie simplement un saisissement du réel, mais une réceptivité. Absolument, absolument, absolument. Je pense que la philosophie comme Begriff permet de résoudre les problèmes, disons, qui sont nés avec le cartésianisme et qui s'achèvent avec Hegel, mais que c'est très largement une phase finie de la philosophie. De l'idéalisme allemand, comme on dit tout à l'heure à propos de ce travail sur l'idéalisme allemand, il reste que la question de l'Übergang, c'est-à-dire justement de la réconciliation entre la nature et l'esprit. Mais pour le reste, je pense que l'âge de la détermination est fini. Voilà comment je formulerais. Et l'âge qui s'ouvre Alors, alors oui, je pense, si tu veux, je pense que l'écoumène est pollué. C'est-à-dire, j'ai l'impression, si tu veux, que les sphères où l'âme humaine évolue, donc de la Terre jusqu'au ciel chaud, évolue, que nos prédécesseurs, nos ancêtres ont tellement été frottés par l'intelligible qu'ils se sont dilacérés et que donc les esprits sont fatigués, sont usés, sont détruits et que des esprits encore capables de tirer une chaleur favorable sont à la fois héroïques, solitaires et essentiellement brisés dans leurs résultats. Merci beaucoup.